Je m'appelle Camille et j'avais 34 ans la première fois que j'ai compris que l'amour familial, pour certaines personnes, est essentiellement une représentation théâtrale. Quelque chose que l'on entretient soigneusement en public et que l'on retire discrètement en privé. Quelque chose qui ressemble à du dévouement de loin et qui se révèle être tout autre chose lorsque la distance se réduit et que le besoin devient réel. Je ne le comprenais pas à l'époque. Mais j'allais le comprendre. Mon fils Hugo avait 8 ans quand il a été diagnostiqué. Il était assis sur la table d'examen recouverte de papier avec une chemise bleue ornée d'un petit dinosaure sur la poche poitrine. Il la portait 3 jours de suite parce que c'était sa préférée et parce qu'à 8 ans, on ne comprend pas encore que certaines occasions exigent des vêtements différents. Il balançait ses jambes parce qu'elles ne touchaient pas le sol. Il fredonnait doucement quelque chose. Le générique d'un dessin animé, je crois, quelque chose qu'il avait regardé ce matin-là à la télé avant notre départ. Le médecin a parlé avec précaution, d'un ton mesuré, leucémie aiguë lymphoblastique. Les mots ont atterri dans un ordre précis, mon cerveau les a traités, puis m'a offert en échange une pensée complètement inutile. La chemise a besoin d'être lavée. C'était tout ce que j'avais. C'était la seule pensée à ma disposition à ce moment-là. Hugo a levé les yeux vers moi quand le médecin a terminé. « C'est grave ?» a-t-il demandé. « On va s'en occuper » lui ai-je répondu. Il a hoché la tête, apparemment satisfait, et s'est remis à fredonner. « Je dois vous dire quelque chose sur ma famille avant de vous raconter la suite. Mes parents, ma mère Isabelle et mon père Bernard, ne m'avaient jamais totalement pardonné mon divorce. Cela semble étrange à dire, mais c'est la vérité. Maxime venait d'une famille bourgeoise, aisée et très respectée dans notre ville. Le genre de famille que ma mère évoquait dans les conversations avec une chaleur particulière qu'elle n'utilisait jamais vraiment pour parler de la sienne. Quand notre mariage s'est terminé, quand j'y ai mis fin, après des années d'absence émotionnelle et d'irresponsabilité financière de sa part, ma mère a accueilli la nouvelle avec un pincement de lèvres qui n'a jamais complètement disparu. Elle n'a pas dit que j'avais tort de partir. Elle était trop prudente pour ça. À partir de ce moment-là, elle est simplement devenue un peu moins disponible, un peu plus occupée, présente au repas de fête, mais d'une certaine manière toujours ailleurs. C'était le genre de prise de distance qu'il est impossible d'affronter directement, car elle ne s'annonce jamais. Elle s'accumule silencieusement jusqu'à ce qu'un jour, on se rende compte que la distance qui nous sépare est devenue toute une géographie. Mon père a suivi le mouvement. Il l'avait toujours fait. Alors, quand Hugo a été diagnostiqué, je naviguais déjà dans ce paysage, j'étais déjà habituée à demander moins que ce dont j'avais besoin, j'étais déjà experte pour décrypter ce silence particulier, qui signifiait de ne pas insister. Mais Hugo avait une leucémie, j'avais 2 autres enfants, parfois, il faut insister de toute façon. J'étais une mère célibataire de 3 enfants. Hugo était l'aîné, à 8 ans. Ensuite il y avait Chloé, qui avait 6 ans, brillante et observatrice, avec les mêmes yeux sombres. Et assurée que son frère. Puis Léo, qui venait d'avoir 4 ans, qui prononçait encore mal certains mots d'une manière qui faisait rire Hugo à tous les coups sans exception. Maxime vivait à 40 minutes de route. Il payait la pension alimentaire quand ça lui chantait. Il appelait à peu près pour les anniversaires. Au cours des 2 années écoulées depuis notre séparation, il avait fait comprendre silencieusement que son implication dans la vie quotidienne de nos enfants était une chose qu'il considérait comme purement facultative. Mes parents vivaient à 12 minutes de mon appartement. 12 minutes.
Je veux que vous gardiez ce chiffre en tête pendant que je vous raconte le reste. Les mois qui ont suivi le diagnostic de Hugo n'ont pas été des mois dans le sens normal du terme. Ce fut une seule urgence continue, sans fin. Visible. Les plannings de chimiothérapie, la pose de la chambre implantable, les médicaments au nom à rallonge que j'ai appris à prononcer correctement parce que la précision comptait et que j'étais la seule à m'assurer qu'il n'y avait aucune erreur. Il y a eu des nuits où Hugo pleurait d'une douleur si spécifique et si profonde que je n'avais aucun mot adéquat pour y répondre. Des nuits où il était trop épuisé, même pour ça. Des matins où il me regardait depuis son oreiller avec ses yeux fatigués et me demandait si ça allait arrêter de faire mal, et je souriais en disant oui, mon chéri, avant d'aller dans la salle de bain et d'appuyer une serviette contre ma bouche pour qu'il ne m'entende pas pleurer. Je travaillais à temps partiel en télétravail quand j'y arrivais. Une voisine nommée Sylvie, 59 ans et jeune retraitée, m'aidait quand sa propre santé le lui permettait. Elle était fondamentalement gentille, de cette manière simple qui caractérise certaines personnes. Il n'était pas nécessaire de lui demander 2 fois. Il n'était pas nécessaire de la remercier avec effusion. Elle se présentait juste quand elle le pouvait et s'excusait doucement les jours où elle ne le pouvait pas. Mes parents sont venus pour une seule visite à l'hôpital au cours des 3 premiers mois. Ils sont restés 40 minutes. Ma mère a apporté des fleurs, que Hugo n'avait pas le droit d'avoir dans le service d'oncologie pour des risques d'infection. Elle a semblé brièvement offensée par cela. Ils sont partis avant la fin de la perfusion. Ma mère m'a prise dans ses bras à la porte et a dit « Tu es si forte, Camille », d'un ton qui réussissait à ressembler à la fois à un compliment et à une raison de ne pas s'inquiéter pour moi. J'ai laissé couler. J'économisais mon énergie. Le 4e mois, je l'ai appelé un jeudi soir. Hugo avait une longue séance de perfusion le mardi suivant, qui se prolongeait tard dans la soirée, suivie d'une consultation en oncologie. J'avais besoin de quelqu'un pour récupérer Chloé et Léo à l'accueil périscolaire et rester avec eux pour la nuit. Une seule nuit. 2 enfants qui connaissaient mes parents, qui avaient déjà dormi chez eux, qui ne serait pas difficile ou effrayé dans un endroit familier. J'ai expliqué tout cela clairement. Il y a eu un silence. Camille, a dit ma mère, ton père et moi avons des projets mardi. Nous allons dîner chez Martine. C'est prévu depuis des semaines. J'ai encaissé ça pendant un instant. Maman, ai-je dit prudemment. Hugo a un cancer. Je le sais, Camille. Nous le savons tous. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que nous réorganisions tout à chaque fois qu'il y a un rendez-vous. À chaque fois. Je leur avais demandé une aide concrète 2 fois en 4 mois. Elle a dit qu'elle en discuterait avec mon père et qu'elle me rappellerait. Elle n'a pas appelé ce jour-là. Elle n'a pas appelé le lendemain. Quand j'ai réussi à la joindre le vendredi soir, elle m'a dit qu'il avait décidé que c'était un trop gros bouleversement. Après ça, je me suis assise dans ma voiture sur le parking d'une station-service et j'ai appelé Maxime. Il a répondu à la 4e sonnerie. Bruit de fond, voix, musique, l'ambiance sonore chaleureuse d'une terrasse où les gens s'amusaient. Je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Une nuit, le mardi, les enfants, il y a eu un bref silence, puis un son qui n'était pas tout à fait un rire, mais qui en était très proche. Dédaigneux, désinvolte. Camille, a-t-il dit, tu es quelqu'un de débrouillard. Tu vas bien trouver une solution. Je suis restée sur ce parking pendant un moment après avoir raccroché. La mère d'une camarade de classe de Chloé, une femme prénommée Sophie à qui j'avais dû parler peut-être 4 fois dans ma vie, a dit oui avant même que j'aie fini de poser ma question. Elle l'a dit.
Comme les gens disent oui quand la réponse est évidente, sans calcul, sans consulter un calendrier. J'y ai pensé pendant le trajet jusqu'à l'hôpital ce mardi soir. J'y ai pensé pendant la perfusion. J'ai pensé aux 12 minutes de trajet, au dîner de Martine, aux mots débrouillards et à ce que ça faisait de se le voir balancer comme si c'était quelque chose d'utile, alors que votre enfant perdait du poids sur un lit d'hôpital. Hugo est mort un dimanche matin au début du mois de mars. La chambre était silencieuse. Une lumière pâle filtrait à travers les stores de la fenêtre en fine bande et se dessinait sur le sol. Selon un motif que je n'ai jamais oublié. Je lui tenais la main. Il paraissait plus petit que je ne l'avais jamais vu, et en même temps, d'une certaine manière, totalement en paix. Je suis restée avec lui pendant longtemps. Je ne voulais pas partir. Partir me semblait être le dernier abandon, le seul que je pouvais réellement contrôler. Alors j'ai tenu sa main et je suis restée jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. Ma mère a eu 7 ans. Je veux que vous compreniez à quoi ressemble cette année quand quelqu'un construit discrètement et de manière constante une histoire sur lui-même. Ça ne se passe pas lors de grands discours ou d'annonces officielles. Ça se passe dans de petits moments. Musique, un soupir avant de répondre à une question sur Camille. Un silence. Soigneusement calculé après que quelqu'un a demandé comment allaient les petits enfants. Une phrase qui commence par nous avons essayé et qui s'arrête juste avant la partie qui compliquerait les choses. Quand Chloé a eu 13 ans, ma mère avait construit une version des faits qui avait été répétée tant de fois au sein de cette famille qu'elle avait acquis la consistance de la vérité. Elle avait été là. Elle avait répondu présente. Elle avait offert son aide, qui avait été refusée parce que Camille était, comme elle le disait avec une tristesse feinte, toujours si indépendante, toujours si déterminée à tout faire toute seule. On ne pouvait pas l'atteindre. Je musique le sais parce que tante Valérie me l'a raconté doucement dans un supermarché, 2 ans après les funérailles, non pas pour me blesser, mais parce qu'elle pensait que je le savais. Parce qu'elle l'avait entendu suffisamment de fois pour supposer que c'était simplement la vision commune de la famille sur ce qui s'était passé. Je l'ai remercié. J'ai conduit jusqu'à la maison. Je me suis assise dans ma cuisine pendant un long moment. Je n'ai rien dit publiquement. Je travaillais à temps plein à ce moment-là. Chloé était au collège. Léo avait 9 ans et passait son temps à construire des choses. Des petites maquettes mécaniques avec des mains soigneuses et concentrées qui me rappelaient si précisément la concentration de Hugo que, certains soirs, je devais quitter la pièce brièvement pour reprendre mes esprits avant d'y retourner. Nous avions une vie. Elle n'était pas facile et elle n'était pas glamour, et il y a eu des mois où le budget exigeait une créativité particulière, et des fêtes de fin d'année qui arrivaient avec une lourdeur qui ne se dissipait complètement qu'une fois terminée. Mais c'était la nôtre. Nous l'avions construite sans aide et sans permission. Et elle était solide de cette façon dont seules les choses construites sous la pression deviennent solides. J'avais une psy qui s'appelait Céline. Son cabinet avait une fenêtre qui donnait sur une cour. Elle laissait les silences exister sans chercher à les combler. Au fil de nombreuses séances, elle m'a aidé à comprendre que je n'étais pas obligée de traquer le récit de ma mère pour le corriger dans chaque pièce où il s'insinuait. Que mon silence ne valait pas l'approbation. Que survivre n'était pas synonyme de perdre. Mais j'ai aussi compris au fond de moi que la vérité existait. Qu'elle avait toujours existé. Et que la vérité, patiente, factuelle et sans fioriture, finit généralement par trouver son moment. Je n'avais pas planifié ce qui s'est passé au repas de tante Valérie. C'est Chloé qui l'a fait. Elle est venue me
Voir un mardi soir d'octobre, 7 ans après la mort de Hugo Music. Elle faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. Je préparais le dîner. Elle a fermé son cahier et m'a regardé avec cette franchise particulière qu'elle avait toujours eue. Même à 6 ans, même dans les pires moments, elle avait toujours regardé les choses en face sans sourciller. Maman, a-t-elle dit. Le grand repas de famille chez tante Valérie est dans 3 semaines. Je sais, ai-je répondu. Je veux dire quelque chose à table pendant musique le toast. Je me suis détournée de la cuisinière. Je l'ai regardée. Dis-moi, ai-je dit. Elle m'a dit ce qu'elle voulait dire, musique sans faire de drame, méthodiquement. De la même manière qu'elle abordait la plupart des choses avec clarté et sans excès. Elle m'a dit qu'elle écoutait depuis des années, qu'elle se souvenait de bien plus de choses de l'époque où elle avait 6 ans que ce que les gens supposaient, qu'elle avait vu sa mère porter seule un fardeau qui n'aurait jamais dû être porté en solitaire, qu'elle en avait marre de s'asseoir à cette table chaque année pour entendre une version des faits qui n'avait aucun rapport avec ce dont elle avait été témoin de ses propres yeux. Elle a dit, je ne vais pas être méchante. Je vais juste dire ce qui est vrai. Je suis restée debout dans ma cuisine un long moment après qu'elle a eu terminé. J'ai pensé à Hugo, à la chemise bleue, aux fines bandes de lumière sur le sol de l'hôpital, à un parking de station-service et à un appel téléphonique qui s'était terminé par « Tu vas bien trouver une solution ». J'ai pensé à cette année de repas de famille. À cette année de la patience soigneusement musique calculée de ma mère. D'accord, ai-je dit. Chloé a hoché la tête et a rouvert son cahier. Le repas annuel de tante Valérie était le point d'ancrage de la famille. Une quarantaine de personnes dans une grande maison chaleureuse, l'odeur des bons petits plats. Les enfants qui couraient entre les jambes des adultes, le brouhaha réconfortant. D'une famille qui s'était toujours crue fondamentalement honnête et bienveillante. Ma mère est arrivée avec son beau manteau. Elle sortait de chez le coiffeur. Elle s'est déplacée dans la pièce avec l'aisance de quelqu'un qui est parfaitement à l'aise dans sa propre version de l'histoire. Je l'ai observée à l'autre bout du salon quand nous sommes arrivés. Elle m'a prise dans ses bras. Elle a embrassé Chloé et Léo. Elle a dit que Chloé grandissait tellement vite. Elle l'a dit avec la chaleur de quelqu'un qui aurait été présent à chaque étape de cette croissance. J'ai souri. J'ai dit merci. J'ai rejoint ma place. Musique. Le dîner a été long, bruyant et chaleureux, comme l'était toujours ces réunions. Le vin a été servi. Les plats ont circulé. Les conversations se croisaient et se chevauchaient. Ma mère a ri à une blague de Gilles. Mon père était assis à côté d'elle, silencieux comme à son habitude, suivant son exemple. Comme il l'avait toujours fait. Vers la fin du repas, tante Valérie a réclamé le toast traditionnel, comme elle le faisait chaque année. La pièce s'est calmée. Les verres se sont levés. Chloé s'est levée. Les convives ont mis quelques secondes à s'en rendre compte. Les conversations se sont tues. Puis, le silence est tombé sur la pièce. Ce silence si particulier d'un grand groupe de personnes confrontées à quelque chose d'inattendu. La main de ma mère reposait sur son verre de vin. Elle a souri à sa petite fille avec le sourire de quelqu'un qui s'attend à être charmé. Chloé a regardé lentement autour de la table. Puis, elle a commencé. Je veux vous parler de mon frère Hugo, a-t-elle dit. Musique. Sa voix était claire et posée. Il est mort il y a 7 ans. Il avait 8 ans, il avait une leucémie, et c'était la personne la plus drôle et la plus gentille que j'ai jamais connue. J'avais 6 ans quand il est mort. Les gens supposent que les enfants de cet âge ne se souviennent pas clairement des choses. Je veux que vous
Sachez que je me souviens de tout. La pièce était d'un calme absolu. Pendant que Hugo était malade, a continué Chloé, ma mère a eu besoin d'aide. Une nuit. Elle a eu besoin de quelqu'un pour nous garder, mon frère Léo et moi, afin de pouvoir rester avec Hugo à l'hôpital pour un long rendez-vous. Musique elle a appelé mes grands-parents. Un silence. Ils ont dit non. Ils avaient un dîner prévu. Le sourire de ma mère avait changé. Quelque chose en dessous commençait à remonter à la surface. Elle a appelé notre père. Un autre silence. Il a ri. Il lui a dit qu'elle allait bien trouver une solution. De l'autre côté de la table, Gilles a regardé mon père. Mon père a fixé la nappe. Une dame de ma classe nous a aidés cette nuit-là, a dit Chloé. Une maman que ma mère connaissait à peine. Elle a dit oui avant même que ma mère ait fini sa phrase. Ma mère a bougé sur sa chaise. Chloé a alors regardé ma mère droit dans les yeux, non pas avec de la colère, mais avec quelque chose de plus précis que la colère. Avec l'attention minutieuse et lucide de quelqu'un qui a attendu 7 ans pour dire la vérité dans la bonne pièce. Depuis 7 ans, je m'assieds à cette table et j'entends dire que mes grands-parents étaient là pour nous. Qu'ils ont répondu présent. J'ai besoin que les personnes présentes dans cette pièce sachent à quoi ressemblait vraiment leur présence. Parce que Hugo méritait qu'on se souvienne de lui honnêtement. Et ma mère mérite d'être vue telle qu'elle est par les personnes qui étaient censées l'aimer le plus. Elle a pris son verre d'eau. À Hugo, a-t-elle dit, qui méritait tout, et à ma mère, qui lui a donné tout ce qu'elle avait et qui a continué d'avancer. Elle s'est assise. Le silence qui a suivi a été le plus long que j'ai jamais ressenti dans une pièce. Tante Valérie a levé son verre la première, lentement et sans hésitation, puis Gilles, puis sa femme, puis les autres un par un, jusqu'à ce que presque tous les verres autour de la table soient levés dans le silence. Ma mère n'a pas levé le sien. Elle est restée parfaitement immobile, la main à plat sur la nappe à côté de son verre de vin, le regard fixé sur un point au-delà de l'épaule de Chloé. Son expression n'était pas de la peine. Ce n'était pas des remords. C'était l'expression de quelqu'un qui venait d'être publiquement et irrévocablement arraché à une histoire qu'il avait passé des années à écrire. L'expression de quelqu'un qui comprend en temps réel que la version qu'il avait construite a disparu. Que cette pièce venait d'entendre quelque chose qu'elle ne pourrait plus jamais ignorer. Mon père fixait la table. Environ 2 minutes se sont écoulées. Puis, ma mère a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle a récupéré son manteau dans l'entrée. Mon père l'a suivi sans croiser le regard. 2 personnes à table. La porte d'entrée s'est refermée. Musique, un moteur a démarré, puis le silence est revenu. J'ai regardé Chloé. Elle m'a rendu mon regard, calme, inébranlable. Les yeux de son frère sur son visage. Cette année de patience dans sa posture. J'ai tendu le bras à travers la table et j'ai pris sa main. Léo, qui avait 11 ans, fixait son assiette très attentivement, comme il le faisait quand il essayait de ne pas pleurer. Il pleurait à chaudes larmes. J'ai pris sa main à lui aussi. Ma mère a appelé 6 fois cette nuit-là. J'ai répondu une seule fois, brièvement, musique pour dire que je n'étais pas prête à parler et que je la contacterai quand je le serai. Elle a envoyé 3 messages après ça. Il passait, comme toujours avec ses messages, de la blessure à l'accusation. Le dernier disait qu'on ne devait pas se servir d'un enfant comme d'une arme. Je l'ai lu attentivement. Puis je l'ai gardé, comme j'avais appris à garder les choses. Pas par vengeance, mais pour la clarté, pour les nuits tardives où le chagrin et la culpabilité s'allient pour réécrire la mémoire.
Maxime a été mis au courant par des connaissances communes dans la semaine. Il a envoyé un texto. Sérieusement? Tu laisses ta gamine faire ça? Je l'ai lu une fois, je l'ai effacé et je n'ai pas répondu. Il y a des portes que l'on ferme, non pas parce qu'on déteste ce qui se trouve de l'autre côté, mais parce qu'on comprend enfin que les ouvrir n'a jamais mené nulle part où ça valait la peine d'aller. Chloé a 15 ans maintenant. Elle écrit de la poésie. Sobre et précise, le genre de poésie qui exprime des choses immenses en peu de mots. Léo construit des maquettes mécaniques avec la même concentration silencieuse que son frère avait toujours eue. Nous dînons ensemble le dimanche. Nous parlons de Hugo sans que ce ne soit que de la tristesse. Nous racontons les anecdotes drôles, la chemise dinosaure, les mots qu'il prononçait mal exprès. Pour faire rire Léo. Sa façon de fredonner des génériques de dessins animés dans les salles d'attente sans s'en rendre compte. Nous allons bien. Passant. Lourdeur. Passant cette absence particulière qui prend de nouvelles formes mais ne disparaît jamais, mais bien, de cette façon qui se construit lentement, qui nous appartient totalement et que l'on ne doit à personne. Je pense à ce que Hugo aurait pensé en voyant sa sœur debout à cette table. Je crois qu'il aurait hoché la tête, sans surprise, comme il le faisait parfois quand quelque chose confirmait ce qu'il avait déjà compris d'une personne. Il disait toujours que Chloé était la plus courageuse. Il avait raison. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être théâtralisées, transformées en armes ou balancées avec fureur pour être dévastatrices. Parfois, une fille de 13 ans se lève dans une pièce remplie de gens qui se sont complus dans un mensonge pendant 7 ans, tient un verre d'eau et dit simplement la vérité. Et le silence qui suit s'occupe du reste.